remue-ménage. Remue-ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, remue-ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, tous les intellectuels. Avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-ménage. Quelle analyse et lecture faire de la rencontre entre le pouvoir et Manko Watu Sénégal, avec à la clé les annonces des législatives pour le 2 juillet prochain, l'audit du fichier entre autres, les résultats de la présidentielle gambienne, quel impact sur la crise casamançaise, quelles répercussions au Sénégal, en Gambie et dans la sous-région? Pour en parler, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche dans Remue-ménage Papa Samba Kane, journaliste et écrivain, et Babacar Gueye, président du réseau CIT, le réseau des observateurs citoyens du Sénégal, et professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remue-ménage, Papa Samba Kane, Babacar Gueye, face à face et face à Alassane Samba Diop, dimanche 10h-11h sur Radio Futur Média. Dimanche 4 décembre 2016, bienvenue à tous et merci de votre fidélité à Remue-ménage. Avec nous, Babacar Gueye, président de la plateforme des acteurs non étatiques, du réseau des citoyens, des observateurs citoyens et professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Pape Samba Kane, journaliste, écrivain, éditorialiste qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Messieurs, merci de votre présence. La rencontre entre pouvoir et opposition Watu Sénégal s'est tenue jeudi dernier. À la sortie de cette audience, la date du 2 juillet a été retenue pour les législatives. Le nombre de commissions d'inscription va passer de 500 à 700. Les citoyens peuvent s'inscrire avec leur bulletin de naissance, entre autres accords, mais il y a toujours des désaccords sur la structure ou la personnalité qui va gérer les élections. L'opposition veut une personnalité neutre. Le président maintient son ministre de l'Intérieur. L'opposition maintient encore sa marche prévue le 21 décembre prochain. Alors, Babacar Gueye, quelle lecture peut-on faire de cette rencontre et de ce qui est sorti entre le pouvoir et l'opposition? Bonjour Alassane, permettez-moi de dire bonjour aux auditeurs de RFM. Quelle lecture peut-on faire de cette rencontre entre Manko et le pouvoir? Eh bien, d'abord, la première lecture que l'on pourrait en faire, c'est que cette rencontre, ce dialogue entre dans le jeu normal de toute forme de démocratie qui se respecte, car comme vous le savez, la démocratie repose sur deux piliers, le dialogue et la compétition. Le dialogue pour se mettre d'accord sur les règles du jeu, le dialogue également pour réaliser des compromis sur la manière de vivre ensemble dans la société, mais également la compétition. Je crois que c'est un aspect de la démocratie que nous avons vécu avec ce dialogue autour des règles du jeu du processus électoral. Je me félicite que ce dialogue ait eu lieu, parce que quelques semaines auparavant, le climat était plutôt tendu, le climat était plutôt à l'affrontement, aux invectives verbales, etc. Mais là, nous entrons véritablement dans un processus de démocratie civilisée, de démocratie reposant sur le dialogue, parce que la démocratie, il faut bien se le dire, est un système conflictuel, mais un conflit pacifique, un conflit qui repose justement sur cette compétition, une compétition à partir des règles du jeu acceptées par tous. Il y a eu des points qui ont été posés sur la table par l'opposition. L'audit du fichier sera fait, selon l'opposition après leur rencontre, mais ils ont posé le problème de la personnalité qui va gérer les élections. Notamment le ministère de l'Intérieur, ils ne veulent pas d'Abdoulaye Daouda Diallo en disant qu'il est juge et parti. Bien, il est vrai que la personnalité de celui qui organise les élections ne devrait pas poser de problème dans une démocratie qui fonctionne bien. Il ne devrait pas y avoir de crispation autour de la personnalité de celui qui doit organiser les élections. J'entends certains dire
et je voudrais corriger cela, Ousmane Ngom a bien organisé l'élection présidentielle de 2012 et pourtant il y a eu une alternance. Je crois que c'est une erreur. Ce n'est pas Ousmane Ngom qui a organisé les élections. C'est un homme remarquable. Monsieur Cheikh Gueye, on ne lui rend pas suffisamment hommage, qui a joué un rôle extrêmement important, qui a organisé impeccablement l'élection de 2011-2012, qui a permis cette deuxième alternance au Sénégal. Parce que tout simplement, cet homme avait la confiance de tout le monde. Je me souviens, l'opposition de l'époque ne voulait pas que Ousmane Ngom, qui est une personnalité politiquement marquée, organise l'élection présidentielle. Et le président Wade avait accédé à cette demande de l'opposition. Au fond, est-ce qu'aujourd'hui il faut reconduire le même schéma ou pas? Je ne voudrais pas, en tant que militant de la société civile, dire qu'il faut telle ou telle solution. Je voudrais juste poser le constat qui est que l'élection est une affaire de confiance. Vous pouvez avoir le pire des codes électoraux si tous les acteurs ont confiance dans ce code électoral, si tous les acteurs ont confiance dans les acteurs, eh bien vous n'aurez pas de difficultés, vous aurez des élections sans anicroche. Vous pouvez avoir le meilleur code électoral, si les acteurs ne sont pas acceptés, s'il y a suspicion de la part des acteurs politiques, eh bien vous risquez d'avoir des difficultés. Entre une élection avec des acteurs qui ont, les organisateurs qui ont la confiance des acteurs politiques et une élection avec un organisateur qui n'a pas la confiance politique, moi, en tant que société civile, je pencherais plutôt pour celui qui a la confiance des acteurs politiques. Parce que je me dis qu'à l'issue de ce scrutin, il n'y aura pas de trouble. Parce que moi, ce qui me préoccupe en tant que citoyen, c'est les lendemains électoraux, c'est les conditions dans lesquelles les élections vont se passer. On a vu ce qui s'est passé à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. Je ne voudrais pas que cela se reproduise. Je ne voudrais pas qu'il y ait des troubles pour quoi que ce soit. Mais évidemment, c'est une décision qui appartient au président. Je ne voudrais pas me mettre à sa place. Je ne veux pas donner l'impression de donner des conseils, mais j'exprime quand même mon angoisse, mon inquiétude face à un organisateur de ces élections qui n'aurait pas la confiance. Si d'ici l'élection, il peut regagner la confiance, on peut si vous voulez, convaincre les acteurs, les citoyens, qu'il peut organiser les élections en toute confiance, moi je suis preneur. Mais s'il n'a pas la confiance d'ici la prochaine élection, moi je serai plus rassuré lorsque j'aurai en face de moi un organisateur qui a la confiance de tous. Merci de nous rejoindre. On a démarré ce débat-là sur la rencontre entre opposition et pouvoir autour des questions politiques concernant l'organisation des élections. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on retourne un peu en arrière? Ces questions avaient été posées au temps d'Abdoulaye Wade, au temps d'Abdou Diouf. On revient pratiquement sur les mêmes questions qu'on aurait pensé avoir été dépassées. Bonjour et toutes mes excuses d'abord à Alassane. Merci de m'avoir invité, aussi mes excuses à votre invité et aux auditeurs pour ce retard. Voilà. Ce que je peux dire de cela, c'est que je crois qu'au Sénégal, depuis le code électoral consensuel de 92, on peut quand même se rassurer sur le fait que, sans être parfait, nous avons un cadre électoral qui permet à une démocratie telle que la nôtre de fonctionner de façon apaisée. Et je crois que nous avons connu deux alternances au sommet de l'État. C'est les alternances les plus, je vais dire, tendues, dramatiques, etc. Et qui se sont déroulées de façon à la fois régulière, ce que tout le monde a reconnu,
et apaisée. Les vaincus appelant les vainqueurs pour les féliciter. Les élections législatives aussi qui sont déroulées depuis 92, je crois, se sont toutes déroulées de façon normale, c'est-à-dire sans contestation majeure, sérieuse. Et donc je crois que la question des hommes en démocratie est une réalité, en tout cas chez nous, apparemment plus prégnante qu'ailleurs. Parce que justement le cadre qu'on est en train de construire n'est pas encore tout à fait achevé aux yeux des gens, mais il est assez apaisant, il est assez pour que la question des hommes ne puisse pas bloquer cela. Parce que c'est pourquoi on a inventé la démocratie. Parce que justement les gens ne sont pas toujours d'accord. Alassane Samba Diop, vous seriez aujourd'hui pressenti pour organiser les élections, je serai d'accord, et un autre ne serait pas d'accord sur votre choix. Si chaque fois qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance dans le choix d'une personne, aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas confiance au président de la République pour diriger ce pays. Mais le suffrage universel en a décidé ainsi. Vous me direz que ce n'est pas du suffrage universel qui a mis un ministre de l'Intérieur. Mais c'est de la même valeur juridique. C'est-à-dire, celui qui dispose de la volonté populaire par le suffrage décide de nommer par Samba Kane s'il veut, ici et ailleurs, et on le répète tout le temps, qu'il a cette prérogative que lui donne la Constitution. Je crois que, il l'a suggéré tout à l'heure d'ailleurs votre invité, ça relève de sa responsabilité à Macky Sall de nous organiser des élections apaisées, transparentes, du genre qui l'ont mené lui-même au pouvoir. Et je crois que ça devrait suffire aux gens. J'ai la même position par rapport aux lois, par exemple. Quand une loi n'est pas encore votée, on se bagarre si on n'est pas d'accord pour qu'elle ne soit pas votée. Une fois qu'elle est votée, on la respecte jusqu'à ce que les conditions de la changer se présentent pour ceux qui n'en veulent pas. La législative, c'est pour le 2 juillet 2017. Il y a une nouveauté avec le référendum, les candidatures indépendantes. Est-ce que vous pensez que ça peut donner qualité à la nouvelle législature qui sortira des urnes? Oui, évidemment, vous vous adressez à un militant de la société civile et il va vous répondre forcément oui. Oui, les candidatures indépendantes peuvent apporter un plus à ces élections parce que le problème que nous avons également au Sénégal, c'est celui de son personnel politique. Lorsque vous voyez les différentes institutions, notamment le Parlement, lorsque le personnel politique est exclusivement issu des partis politiques, quelle que soit par ailleurs leur qualité, vous avez quelques déchets quand même, parce que quand vous avez 49% d'analphabètes qui siègent à l'Assemblée nationale, vous pouvez vous demander si dans ce pays il n'y a pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'autres personnes capables d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Je pense que les candidatures indépendantes vont apporter un plus à notre démocratie, un plus non seulement en qualité au niveau de la représentation, mais également en qualité au niveau du discours, de l'offre politique, mais aussi en qualité au niveau de la tenue, la représentation, parce que avec le phénomène majoritaire, on assiste dans nos pays à une sorte de perversion de la représentation. Les députés votent en faveur de leur parti, de la position de leur parti ou de leur leader. Ils ne votent pas en leur âme et conscience souvent. Ils sont parfois obligés contre leur volonté de voter pour leur parti parce que c'est la discipline. S'ils ne votent pas, ils peuvent ne pas être réinvestis lors des prochaines élections. Donc il y a une sorte de loyauté qui leur est plus ou moins imposée, qui fait qu'on n'a pas toujours la qualité des débats, la qualité des positions qu'on aurait dû avoir à l'Assemblée nationale. Avec l'arrivée de personnalités indépendantes, je pense qu'on va apporter un souffle neuf, je crois, à mon avis. On va apporter plus d'air frais
au débat de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que les candidats indépendants ne peuvent pas être freinés par des décrets d'application? Par exemple, demander à un candidat indépendant de réunir 10 000 voix pour pouvoir être indépendant, ou mettre en place un système qui les exclurait de fait. Qui va les exclure de fait. Qui va les exclure de fait. Non, il y a le principe. Hein? Nous sommes dans une démocratie en construction, je le suggérais tout à l'heure, et toutes ces initiatives d'ouvrir un peu le jeu démocratique le plus possible sont à saluer. Mais je ne suis pas, comme vous, en train de craindre qu'on cadre cela, qu'on mette tout cela dans un cadrage. Parce que déjà, je vais mettre ça en rapport avec quelque chose avec quoi, à première vue, ça n'a rien à voir, c'est avec la décentralisation. Depuis 1996, je suis allé en Allemagne pour une sorte de formation en communication autour de la décentralisation. Donc j'étais préparé pour être pour la décentralisation. Mais je suis en train d'être un peu contre cette affaire parce qu'elle multiplie le personnel politique. Or, tout le personnel politique vit sur les ressources publiques, quasiment. Et donc, je suis en train de me dire que peut-être même avant, si c'était une question de proximité qu'on voulait avoir, fallait-il ouvrir la possibilité de gagner des municipalités et des postes de députés à la société civile, telle qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Mais je ne suis pas en train de craindre comme vous qu'on mette ça dans un cadrage précis, parce que déjà, l'anarchie qu'il y a dans le jeu politique à partir seulement de partis politiques, pourtant bien organisés, qui sont supposés connaître à la fois le règlement et les règles de fonctionnement de la politique, on assiste parfois lors des investitures pour le moindre poste de maire de commune la plus reculée à des drames parfois. Donc je crois que si la société civile, les candidatures indépendantes qui ne concernent pas seulement la société civile, je ne suis dans aucune organisation de la société civile, mais je suis concerné et je peux être intéressé à être un candidat indépendant à des élections. Mais nous sommes 13 millions de Sénégalais qui sont aujourd'hui en position de dire je postule à une élection. Il faudrait donc forcément un cadrage, et je ne le crains pas, au contraire, j'encourage le pouvoir à se souvenir qu'on est dans une démocratie en construction et que ça ne sert à rien de forcer les choses. En tout, il faut aller au rythme de la musique. Mais est-ce que les partis ne peuvent pas retirer ce qu'ils ont donné par la main droite, par la main gauche, en mettant en place ce nombre de règles pour freiner un peu les indépendants qui peuvent être peut-être dangereux pour eux à l'Assemblée nationale? Écoutez, plus maintenant, s'ils n'ont pas mis en place les règles lors de la revue du code électoral, ils vont plus pouvoir le faire maintenant, parce que là, à quelques encablures des élections législatives, je ne pense pas que on va s'amuser à remettre en cause, à retoucher au code électoral. Je pense qu'on va aller au code électoral avec les règles telles qu'elles existent actuellement, mais ce sont des règles qui sont déjà assez contraignantes pour les candidatures indépendantes, parce qu'on demande un certain nombre de signatures aux candidatures indépendantes qu'on ne demande pas par ailleurs aux partis politiques. C'est ça un peu ça le paradoxe, c'est qu'on demande aux candidats indépendants d'accomplir un certain nombre de conditions qu'on ne demande pas aux partis politiques, quelle que soit la taille de ce parti, parce que vous avez des partis politiques qui ne sont pas très importants, qui se réduisent à quelques... Je ne vais pas être méchant, à une dizaine ou une vingtaine de personnes, alors que par ailleurs vous pouvez avoir des candidats indépendants qui ont derrière eux beaucoup de monde, parce que je voudrais faire la différence entre candidats indépendants et société civile. C'est différent. La société civile ne participe pas aux élections. Vous pouvez avoir des candidats indépendants qui sont issus de la société civile, mais lorsqu'ils se présentent à l'élection, ils ne se présentent pas en tant que société civile, ils se présentent en tant que candidats indépendants. Est-ce que c'est pas ça la petite confusion ici au Sénégal par rapport à ceux qui sont dans la société civile et qui participent aux élections et qui se considèrent toujours membres du parti civil? Oui, c'est tout à fait vrai, ce qui vient d'être dit, mais je crains que ces candidatures indépendantes ne soient polarisées, accaparées par
les indépendants organisés. Et les indépendants organisés aujourd'hui, c'est la société civile. Et on risque de tomber un peu dans les mêmes travers qu'avec les partis politiques. Mais je voulais, ce qu'il dit sur les partis politiques à qui on n'exige pas ceci, cela, peut être entendu. Mais il faut croire que les partis politiques ont déjà répondu à des critères. C'est peut-être la faute à la loi. Si vous avez un parti politique reconnu par le ministère de l'Intérieur, vous avez le droit de participer à toutes les élections. C'est clair, on ne va pas maintenant, parce que il y a des nouveaux venus, nous autres, les indépendants, qu'on va changer les règles pour les partis politiques. Si vous voulez, parce que malheureusement, d'ailleurs, parce que je déplore la pléthore de partis, si vous voulez qu'on vous applique les mêmes règles que les partis politiques, ben, personne n'interdit à personne de créer un parti politique dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on devrait d'ailleurs commencer à faire urgemment, parce que ça commence à très bien faire, et surtout au moment où l'on parle de financement des partis politiques. Moi, je dis à mes amis en plaisantant, mais c'est la vérité objective, le pouvoir qui prendrait sur lui de limiter, de trouver le moyen de limiter les partis politiques, le régime, la couleur politique qui aurait le courage de faire cela, tant qu'ils auraient besoin du suffrage, je leur donnerai le mien. Le régime qui financerait les 200 partis politiques qu'on a là, je ne voterai jamais pour lui. Pourquoi? Parce que je trouve que ce serait, je n'aime pas trop les certains mots, mais ce serait un hold-up, une arnaque. Parce que tu as remarqué, Alassane, mon petit frère, que depuis qu'on a parlé de cette possibilité de financer les partis politiques, c'est allé crescendo. C'est devenu l'augmentation des partis politiques, et c'est assez régulière, déjà assez inquiétante à 100 partis pour un petit pays comme le Sénégal. Aujourd'hui, on parle de plus de 200. Je suis sûr qu'il s'en est créé toute la moitié dès qu'on a commencé à entrevoir la réelle possibilité du financement des partis politiques. Il faut que la politique cesse d'être un lieu de prébande, un lieu où l'on aille pour vivre. Ça n'a jamais été ça. Je rappelais dans ma dernière chronique Truman, qui disait qu'un homme politique ne peut pas être riche à moins d'être un escroc. Or, vous venez en Afrique, les gens les plus riches dans nos pays, ce sont les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres, etc. Et après, maintenant, loin derrière, au 15e, 16e place, vous commencez à trouver les industriels qui ont consacré leur vie à faire des études, à travailler, à créer des entreprises, à tomber en faillite, à se relever. C'est injuste. Donc, plus on prendra de règles qui rendront la politique moins attractive du point de vue financier, plus moi j'applaudirai. Vous suivez le ménage, nous sommes avec... Je voudrais vous rassurer, pour avoir travaillé un tout petit peu sur les textes qui sont en préparation, tous les partis ne seront pas financés. Quels sont les critères? Les critères, c'est la représentativité. On ne peut pas financer n'importe quel parti. Ce sont les partis qui auront obtenu un certain nombre de voix, qui seront les plus représentatifs, qui seront soit à l'Assemblée nationale, ou qui auront un pourcentage de voix aux élections. C'est une question qui m'a toujours brûlé en tant que journaliste. Alassane, tu me pardonneras. Qu'est-ce qui est prévu dans cette question de financement pour les coalitions, puisque c'est à l'Assemblée que ça va se décider, le financement des partis? La discussion n'est pas encore terminée. Le texte n'est pas encore définitivement ficelé, mais le principe, c'est de ne pas financer tous les partis. Le principe, c'est justement d'aller vers une rationalisation de l'espace politique en finançant les partis les plus représentatifs. Et les coalitions? Ce qui pousserait les tout petits partis à aller, ce qui pousserait à des regroupements de partis pour arriver véritablement à un nombre de partis raisonnable, une dizaine par exemple, et tous les autres seraient autour ou dans ces partis, et ce qui fait qu'on aura un espace politique plus rationalisé, on aura une lecture plus facile de l'espace politique, du jeu politique. On passe à l'autre point de notre débat, c'est la Gambie. Coup de tonnerre, séisme, incroyable, les qualificatifs ont été nombreux pour qualifier la défaite de Yaya Jammeh. Mais aujourd'hui, avec ce départ de Jammeh du pouvoir en Gambie après 22 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut attendre de la crise casamançaise?
Les conséquences de cette défaite électorale de Jammeh sont importantes, et multiples, hein, et touchent le Sénégal de très près. Mais tu me permettras, Alassane, de saluer ce ouf de soulagement, cette joie, cette euphorie quasiment que l'on sent chez les Gambiens quand on lit la presse nationale comme internationale. Tous ces diplomates exilés, ces hommes politiques exilés, ces gens qui se sont étouffés pour nous et qui aujourd'hui disent des choses... Non, c'est presque carnavalesque ce qui se passe dans leur tête. Et ça, il faut le saluer et les encourager pour que cette euphorie ne les fasse pas tomber dans des excès. Parce que j'entends déjà les diplomates, et ils sont... Je ne vais pas être très disert sur cette question parce que je comprends très bien, quand on a perdu des proches injustement, parce que politiquement, etc., c'est très difficile de reculer et de pardonner. Mais la construction d'un État demande parfois de sacrifier son ego et ses propres ressentis et ses états d'âme. Ils ont une chance inouïe. Ce qui s'est passé en Gambie avant-hier, cette semaine, est inédit en Gambie. Une élection régulière, non seulement, mais qui enlève carrément un dictateur. Quelqu'un qui tenait les élections pour des raisons, je crois qu'on le soupçonne de vouloir partir tranquillement, de sauver sa tête, etc. On est d'accord. Mais si à chaque fois, et je le disais à un de mes amis qui me consulte beaucoup, un peu analphabète, il est à l'étranger, en Mauritanie, il m'appelle parfois pour me demander des choses, je lui disais, si on commençait, chaque fois que quelqu'un perdait les élections, je crois que c'est pour ça que Maître Abdoulaye Wade, qui parfois avait des illuminations, il était déjà dans l'opposition quand il voulait que l'on trouve des moyens juridiques de soustraire les chefs d'État à des poursuites, à des humiliations, etc., qui les décourageraient de quitter le pouvoir. Et ce qui fait que dans certains pays où ces problèmes ne sont pas réglés, vous avez quelqu'un comme Sassou Nguesso qui est là depuis 40 ans, il n'a pas envie de partir. Et ça, j'invite les Gambiens à garder en tête que leur pays est 25 milliards de fois plus important que Yahya Jammeh, et que le sort de cet individu, son argent de poche, ses machins, ses femmes, qu'ils oublient tout cela, si ça leur permet de mettre leur pays à l'abri de ce qui leur est arrivé avec Jammeh, pour jamais. Pour jamais. Maintenant, forcément, le Sénégal, le fait que j'ai plaisanté en disant que notre président le plus doit être en train d'esquisser quelque part de danse dans son salon. Je ne parle même pas de la Casamance. Rien que les relations entre le chef d'État Gambien, Sénégalais, cette Gambie qui est enfoncée dans notre bouche comme une langue, mais si elles ne sont pas tranquilles, vous ne dormez pas tranquille si vous êtes le chef de l'État du Sénégal. En plus, il y a ce problème de la Casamance qui est extrêmement grave, et je crois que, bien sûr, ce qui se passe en Gambie influera beaucoup sur ce qui se passe au Sénégal, et on peut être optimiste parce que au-delà, même malgré les complications que Jammeh avait introduites dans cette question, la question casamançaise était en train de se stabiliser. Les vieux rebelles, voilà, le temps faisant son œuvre, le pouvoir certainement, comme depuis Diouf, au-dessous des vagues, parle, discute, fait des actions, pose des actes. Dernièrement, c'est même sur l'écume carrément, tout le monde voit les efforts qui sont faits pour le tourisme, les exonérations des machins, etc. Et chez les Sénégalais même, qui vont en Casamance plus volontiers maintenant, qui vont dans cette région plus volontiers. On sentait une sorte de décrispation, et c'est au pouvoir actuel de regarder attentivement la situation et d'en tirer le plus possible parti pour apaiser, sinon résoudre cette question définitivement. Est-ce que le départ de Yahya Jammeh aujourd'hui avec Adama Barrow, qui est le président élu, ça peut davantage participer à une paix définitive en Casamance? Je le souhaite vivement. En tout cas, les prémices sont là, qui permettent d'espérer que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous aurons de meilleures relations, parce que sa première déclaration, c'était de dire je vais réserver ma première visite au Sénégal. Je veux améliorer les relations avec le Sénégal. Je pense qu'avec ce nouveau président, il y a des chances pour que les relations soient meilleures, comme le disait mon interlocuteur tout à l'heure, soient meilleures entre le Sénégal
et la Gambie, et que par ricochet, cela ait des conséquences tout à fait positives pour nous, pour la Casamance. Je pense qu'il sera probablement plus facile plutôt de discuter avec ce nouveau président, multiplier les obstacles, qui a multiplié les pots de banane sous nos pieds. Je pense qu'on est dans un environnement qui permet d'espérer d'avoir des discussions beaucoup plus paisibles, beaucoup plus prometteuses pour la paix en Casamance. Pape Samba Kane entend Yaya Jammeh dire qu'il part, qu'il de pouvoir, il va aller à Kanilaï dans son village natal, s'adonner à l'agriculture. Est-ce qu'il n'est pas parti pour mieux revenir? Est-ce qu'on ne pense pas qu'en Gambie, on peut être confronté à ce qu'on appelle le syndrome de Kérékou au Bénin? Kérékou était parti dans des conditions qu'on peut comparer à celles dans lesquelles Yaya Jammeh part, mais Kérékou n'était quand même pas Yaya Jammeh. De deux, ça peut être plus compliqué que même l'affaire Kérékou. Parce que Yaya Jammeh s'est vu offert, je crois, l'hospitalité, on va le dire comme ça, par l'Afrique du Sud. Ils ont certainement dû imaginer, et pas seulement imaginer, c'est un État et un grand État. Et ce dont je parle là, ils le savent certainement mieux que moi. Yaya Jammeh, 22 ans de pouvoir, la nature de sa personnalité, militaire lui-même, dispose, au-delà des institutions administratives et militaires en Gambie, de milices et de groupes organisés qui lui sont extrêmement fidèles. Les réactions les plus dramatiques, les larmes, il y a un de ces lieutenants, un Badji, je crois, qui est allé dans son village pour punir les populations. Il a fermé l'eau. Il a fait arrêter l'approvisionnement en eau. Donc, il y a autour de Jammeh, effectivement, de quoi s'inquiéter s'il se retirait dans son village, si jamais il avait quelques soucis qui lui dicteraient de poser soit de la résistance, soit n'importe quoi, de mettre des bâtons dans les roues du nouveau pouvoir. On ne peut pas entrer dans sa tête. Il faut savoir aussi, il faut que Jammeh aussi, je parlais aux Gambiens tout à l'heure, il faut aussi que lui, on lui parle, qu'il sache quand même que aujourd'hui la moitié des Gambiens veulent sa tête. Et qu'il soit aussi responsable et qu'il sache que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gambie est 25 milliards de fois plus importante que sa propre personne et qu'il laisse ce pays tranquille après l'avoir étouffé sur le plan purement démocratique pendant 22 ans de dictature, de prison, d'exécution presque sommaire. Alors il faut que lui aussi essaie d'entendre raison. Je crois que je parle contre le vent, je crache contre le vent, mais en parlant de raison à Jammeh, mais je crois qu'il y a à craindre, mais il faut faire confiance aux nouvelles autorités gambiennes, parce que l'État reste l'État, même si les États sont plus ou moins forts ou faibles et que la Gambie n'est pas le type d'État fort auquel on pourrait penser, l'État est toujours plus fort que l'individu, même s'il dispose de milices ou d'autres choses. Parce que l'État bénéficierait, mais sans aucune réserve, du soutien de la communauté internationale, du soutien des voisins, du soutien de tout le monde. Je rêve qu'ils nous entendent et qu'ils comprennent que ce serait risqué pour lui de s'aventurer dans des actions auxquelles nous pensons vraiment. Babacar Gaye, j'espère qu'il vous entendra. Oui, Babacar Gaye, Jammeh Kanilaï, avec 22 ans quand même de pouvoir, l'appareil sécuritaire qu'il avait, une garde prétorienne qui était autour de lui, et les intérêts qui sont remis en cause par rapport à son départ. Est-ce que ça peut rassurer le nouveau président élu? Je pense qu'il faut être très, très prudent, il va falloir être très, très motivé, très prudent, ne pas croire que c'est joué. Il est définitivement parti. Je pense qu'il peut y avoir à tout moment un retour de bâton, parce qu'il a toujours ses fidèles avec lui. Ceux qui assuraient sa garde personnelle ont des relations particulières avec lui.
Il faut construire un nouveau système de loyauté. Il faut arriver progressivement à écarter ceux qui le soutenaient, ceux qui assuraient sa sécurité, ceux qui représentaient le soubassement de son régime. Il faut pouvoir les neutraliser progressivement avec doigté, parce qu'il ne faut pas le faire brutalement. Si on le fait brutalement, il peut avoir une réaction, parce que c'est quand même un militaire, comme l'a dit tout de suite mon interlocuteur, c'est quand même un militaire, il peut avoir une réaction brutale. Je crois qu'il faut arriver progressivement à le neutraliser, à faire en sorte qu'il n'ait plus de capacité de nuisance. Et ça, je crois que ça va être une tâche importante, une tâche ardue pour le nouveau président, surtout qu'il laisse le pays dans une situation assez difficile, assez précaire, et le syndrome de Kérékou dont vous parliez tout à l'heure n'est pas impossible. C'est vrai qu'il n'est pas, Yahya Jammeh n'est pas Kérékou, mais c'est un tout petit pays. Il a fait un certain nombre de réalisations que tout le monde voit. Il n'est pas impossible que dans quelques années, si le nouveau président n'est pas à la hauteur, dans quelques années, qu'il soit regretté. D'autant plus qu'on l'a remarqué, les peuples sont bizarres. Voilà. Chaque fois qu'ils ont perdu des dictateurs, vous avez une sorte de regain de tendresse pour ces gens-là. Absolument. Mais moi, je fais confiance au peuple gambien. Je parlais tout à l'heure de ce carnaval. Mais par Sambakane, Yahya Jammeh quand même a construit des infrastructures malgré tout ce qu'il a fait, l'aéroport de Banjul, des routes, il y a quand même un certain ordre qui règne en Gambie, même si c'était un ordre dictatorial, pas de saleté, comme ici à Sénégal, comme on le voit. Est-ce qu'aujourd'hui, le nouveau président qui arrive, qui trouve une situation économique catastrophique, où les gens ont des difficultés, s'il n'arrive pas aujourd'hui à redresser la situation économique, et surtout l'espoir de tous ces jeunes Gambiens dans la rue qui réclament aussi des emplois, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des difficultés? Écoutez, je ne veux pas être cynique, mais il est arrivé qu'on dise, c'est une sorte d'adage reconnu par tout le monde, enfin, comme un adage, je ne veux pas dire que c'est vrai. On dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Si les Gambiens d'aujourd'hui, hier, on pensait que jamais il fallait l'enlever, ils l'enlèvent. Charge au nouveau pouvoir de faire en sorte que justement les Gambiens ne le regrettent pas. Ça, c'est la vérité. Mais je crois quand même qu'au-delà de qui remplacerait Yahya Jammeh, vous parlez d'infrastructures, etc., mais son bilan politique, bien sûr, mais catastrophique. Catastrophique, insupportablement catastrophique. Si vous choisissez maintenant quelqu'un qui vous fasse de belles routes, qui vous fasse de beaux aéroports, qui vous fasse de beaux monuments, et qui vous donne même à manger, mais qui vous enferme quand vous ouvrez la bouche, vous n'êtes pas encore dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, un démocrate. La démocratie ne peut pas compter sur les gens qui préfèrent une très belle corniche, construite par un dictateur ou un apprenti dictateur, pas de corniche du tout, mais construite par un démocrate sincère. Moi, je fais partie de cette dernière catégorie. Avec mes amis, je discute de mes deux oncles, l'un haut fonctionnaire au ministère qui dispose de son logement de fonction au stade qui s'appelle aujourd'hui Mardio, qui s'appelle plus Mardio, je crois, il s'appelle toujours Mardio, il s'appelait déjà. Et l'autre oncle qui habitait en face, une maison à deux portes où on entre, où on sort partout on sort de la rue 13, on sort de la rue 11, on va regarder les Mbapat, mais voilà quoi, on mange ce qu'on a. Chez l'autre oncle, on est trop bien. C'est dessert, c'est machin, c'est tout, mais il n'y a pas de Mickey à lire, il n'y a pas de Blake le Roger, et on se couche à 9h. Moi, j'allais en vacances chez l'autre, où j'avais peut-être pas toute cette commodité, tout ce confort, tous ces ventilateurs, tous ces machins, etc., mais où j'avais la liberté d'aller regarder les Mbapat à face, de faire une nuit blanche dans la maison avec mes amis. Et c'est une question de tempérament. Si vous pensez que oui, le gars, il vous a... C'est presque un animal. C'est-à-dire, un mouton, on vous attache et on vous donne à manger. La chèvre, elle ne se laisse pas attacher, elle crie, tout le monde est fatigué, on la détache et elle va monter sur l'arbre pour trouver son manger. Et il faut que les gens, parce qu'une démocratie a des exigences au niveau institutionnel, au niveau des dirigeants, mais aussi au niveau des individus. Il faut savoir souffrir pour obtenir la démocratie. Il y a quand même 22 ans de pouvoir, du main de fer, éliminer tout. Aujourd'hui, sur le plan économique, la Gambie est fatiguée. Le nouveau président vient,
inexpérimenté dans la gestion du pouvoir, avec une coalition qui arrive au pouvoir, même dans la gestion de ce nouveau pouvoir, la répartition des postes pour la coalition, est-ce qu'on n'est pas en face peut-être d'une difficulté? C'est un peu pour ça qu'il faut être vigilant. Moi, je suis content de ce qui arrive. Hein. C'est vraiment une joie immense qui m'envahit avec le départ de Yahya Jammeh, mais je suis tout de même prudent. Je me méfie un tout petit peu je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête en voulant partir. Peut-être qu'il a voulu partir pour sauver sa tête, mais peut-être aussi qu'il recule pour mieux revenir, parce qu'après tout, il est jeune, hein. 51 ans. Voilà, celui qui est là, il est là pour 5 ans. Il est là pour 5 ans. C'est un homme d'affaires qui n'a aucune expérience gouvernementale. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va construire une véritable alternative? Nous avons une alternance, mais aurons-nous une alternative? C'est pas évident. C'est pas encore évident. Je crois qu'il faut observer les mois, les années qui viennent pour se faire une opinion définitive. Mais moi, j'invite les Gambiens à rester quand même vigilants, à tout faire pour construire un système démocratique, parce que nous n'avons pas de véritable système démocratique en Afrique. Nous avons des régimes démocratiques, nous avons des alternances, mais pas de véritable système. C'est le système démocratique qui est capable d'éviter justement ce genre de retour de bâton. C'est pour ça que je suis, moi, prudent, parce que rien n'est définitivement acquis, tout est réversible. Il n'est pas impossible qu'il revienne dans 5 ans si celui-ci ne réussit pas. Parce qu'au fond, ce sont les populations, ce sont les Gambiens qui vont se prononcer en dernière analyse. Il parlait tout à l'heure de démocratie, de droits de l'homme, etc. Mais il se place peut-être au niveau de celui qui appartient à la classe moyenne élevée, qui a réglé un certain nombre de problèmes de base, sociaux de base. Voilà, mais celui qui n'a pas encore réglé ces problèmes-là et qui arrivait dans le régime sous le règne de Yahya Jammeh à vivre correctement, à s'en sortir financièrement. Ce qui est très très juste, hein, ce que vous dites est extrêmement juste. Sur le plan mais social. Il ne faut pas oublier que ces mêmes gens-là qui ne sont pas arrivés là, qui ont chassé Jammeh, ceux qui sont à mon niveau d'éducation, de machin, comme vous dites, classe moyenne en Gambie, c'est une minorité, une extrême minorité, plus minoritaire qu'au Sénégal. Oui. Et donc le suffrage universel, ou le bulletin de celui-là qui a réglé les problèmes de base, qui travaille, qui comprend les problèmes, il vaut, c'est ça d'ailleurs, c'est ça que certains considèrent d'ailleurs comme le handicap rédhibitoire mais incontournable de la démocratie, que le bulletin du docteur en médecine vaille le bulletin de l'analphabète, qui comprend rien du tout et à qui l'homme qui demande son suffrage peut venir raconter des salades. Je vais construire des avions qui décollent latéralement, je vais machin. On a presque eu un cas d'école ici au Sénégal. On nous a promis monts et merveilles et on a élu des gens qui n'ont pas réalisé ces choses, même les plus simples. Je vais diminuer le prix du riz à 60 francs, mais ça, on ne peut pas faire moins bien, comme pensait Churchill, que la démocratie. Alors faisons la démocratie en supportant ses inconvénients. Mais moi je suis optimiste, je disais tout à l'heure. Et en plus, si je ne peux pas être optimiste et que je suis cynique, ben, les Gambiens auront le dirigeant qu'ils mériteront si jamais ils faisaient revenir Yahya Jammeh qui ne se serait pas amendé. Écoutez, moi je suis optimiste, mais je veux être vigilant. Oui, voilà, je suis optimiste et vigilant parce qu'on ne sait jamais. Parce que vous avez ces populations-là qui arrivaient à s'en sortir, si jamais un pouvoir se met en place, parce que on l'a souvent vu en Afrique, de nouveaux pouvoirs arriver portés par la population, être extrêmement populaires et portés par les couches populaires, et qui se rendent compte du jour au lendemain qu'elles perdent beaucoup de leur pouvoir. Mais est-on sûr que les populations gambiennes s'en sortaient tant que ça? Est-on sûr qu'ils s'en sortaient tant que ça? Je veux dire, ce qui a, parce que au fond, les Gambiens n'ont pas faim, ils n'avaient pas faim. Ils arrivaient à vivre à leur faim. Je veux parler de la liberté. Voilà, ils étaient plus privés de liberté qu'autre chose.
Et je veux parler justement de cette grande masse de Gambiens qui arrivaient quand même à s'en sortir et qui n'avaient pas beaucoup de liberté, c'est vrai, mais qui arrivaient à s'en sortir sur le plan financier, parce que Yaya Jammeh était tout sauf un idiot. C'est un homme intelligent. C'est un homme intelligent. Il avait réussi à construire une certaine popularité au sein d'une classe, de la grande masse des gars. Même si aujourd'hui il le rejette, demain il n'est pas impossible. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Si ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à donner satisfaction, il n'est pas impossible qu'ils le regrettent. Il y a aussi la diaspora gambienne, où il y a quand même des cadres de haut niveau qui sont à l'extérieur, qui seront amenés à revenir au pays pour voir des choses. Est-ce que ça peut être aussi un problème? Je vais venir à ça tout de suite, en 3 secondes, dire à M. Gay que c'est là où s'arrêtent toutes nos capacités, c'est-à-dire au suffrage universel gambien. Nous ne sommes pas des Gambiens. Si un jour... Mais la Gambie est dans nous, hein. Non, si la Gambie est dans nous, il y a au moins quelque chose qui nous est fermé, si ce n'est pas ses frontières, ni nos parentés, son consanguin, etc. C'est son suffrage universel. Nous ne sommes pas citoyens gambiens. Et donc c'est là que s'arrête. On ne peut que analyser, souhaiter, être pessimiste ou optimiste, mais si cela arrivait, il faudrait faire avec. C'est ça aussi la réalité politique. Bon, pour ce justement, ça s'enchaîne, excusez-moi, la diaspora gambienne, non seulement elle est de qualité, parce que c'est des gens de qualité qui ont fui le régime gambien. C'est pas des gens qui avaient faim, parce que les gens qui avaient faim n'ont pas les moyens de partir. C'est des gens de qualité, c'est des diplomates qui ont fait défection. Ancien ambassadeur à Washington, ancien ambassadeur à Lisbonne. C'est des hommes politiques qui ont de l'expérience, plus d'expérience que le nouveau président, qui sont partis. Et tous, il faut lire la presse, sont en train de dire, c'est même eux qui disent, il faut neutraliser Jammeh, il faut l'amener en justice. Ce sur quoi j'ai dit mes réserves tout à l'heure, parce que ça peut aussi étouffer les velléités d'organisation d'élections par certaines personnes. Mais ce n'est pas aussi une raison pour laisser faire n'importe quoi à n'importe qui quand il arrive au pouvoir. Mais il faut gérer, il faut balancer. La politique, c'est l'art de l'impossible. Il y a quand même la question de la justice. Des gens qu'on a tués comme ça, ils ont droit à une justice. Ils ont droit à une justice. Il faut mettre un dossier judiciaire clair sur la table que personne ne pourrait politiser. Ça sera la quadrature du cercle. C'est ça qui me rend prudent et qui me rend, je dis que cette position ne me ressemble pas. Moi je suis pour le facteur humain qu'il faut régler de toute façon, parce qu'on ne peut pas faire souffrir des gens impunément, on ne peut pas, mais quand les situations concernent une nation éternelle, alors que nous tous qui vivons aujourd'hui, nous sommes là provisoirement, il faut penser autrement que avec ces sentiments, ces états d'âme, etc. Et Jammeh mériterait, pour ces crimes, d'être jugé, d'être traduit en justice et sanctionné. Si maintenant le sanctionné, le risque, c'est de faire éclater la Gambie, pour moins que ça, on en fait fi de la loi, parce qu'il y a certaines personnes, s'ils commettaient aujourd'hui une infraction routière, on les prendrait, on les mettrait en prison. D'autres, vous les mettez en prison, vous créez une émeute. Qu'est-ce que va faire le juge? C'est pour des choses comme ça qu'on a dans la loi introduit comment il dit ça? Non. Le juge qui peut, sur sa conscience, c'est son intime conviction, c'est comme ça le terme juridique, dire, voilà, je sais que M. Gaye, ou Alassane, je peux me permettre ça avec toi plutôt, est coupable de telle chose, mais voilà ce que je vais perdre, ce que RFM va perdre, ce que pour juste une petite machin, écoute, voilà, quoi, je lui mets un sursis. C'est comme ça qu'on applique la loi, intelligemment. Et je crois qu'il faut mettre de l'intelligence dans le traitement du cas Jammeh. Mais dernière question, quel est le rôle que le Sénégal aurait pu jouer dans la chute de Yaya Jammeh? Parce que des informations font état qu'à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, il y avait beaucoup de Sénégalais qui avaient la double nationalité, qui auraient pu aller voter pour Jammeh, mais sous prétexte de couper la route à ceux qui pillent la forêt, on a bloqué la frontière, ceux-là n'ont pas pu aller pour voter pour Jammeh. Écoutez, le Sénégal a le droit de couper la route à ceux qui pillent ces forêts. Je ne sais pas si cela... Non, pas forcément. Je suis sûr que
les soldats qui coupaient la route à ceux qui pillaient la forêt sénégalaise ne faisaient pas le tri entre les pilleurs et les électeurs. On ferme la frontière à tous ceux qui peuvent pénétrer. Je ne crois pas que le Sénégal soit un état du type à... Non, c'est pas son rôle. Mais le Sénégal a parfaitement je peux me tromper à Alassane. Mais le Sénégal a parfaitement le droit de protéger ses ressources. De Macky Sall, Débonnaire et... non, jamais. Mais les États, c'est les États. Mais je ne suis pas sûr, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne suis pas sûr que les soldats sont allés trier ceux qui vont voter et les autres. Et je ne crois d'ailleurs pas que les Sénégalais, n'importe quel Sénégalais irait voter potentiellement plus pour jamais avoir des papiers. En tout état de cause, le Sénégal a le droit de protéger ses frontières. Le temps que nous avons terminé, merci à Babacar Gueye, président de la plateforme des acteurs non étatiques, et aussi président du réseau des observateurs citoyens et professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pape Samba Kane, journaliste, écrivain, éditorialiste, au micro Alassane Sambodji, la partie technique Abdoulaye Diop. Bon dimanche à tous.